La méthode de calcul d'un coût complet. Prenons un exemple. Nous allons travailler dans une entreprise qui est une boulangerie, la boulangerie Le Blé, qui fabrique deux types de pains, des pains à base de farine de blé et des pains à base de farine de seigle. Donc vous pouvez remarquer sur votre écran que sur une première feuille, vous avez un ensemble de données qui va vous permettre de calculer le coût de revient des deux types de pains pour cette entreprise-là au mois de mars. Donc nous allons concentrer uniquement notre étude sur le calcul de coût de revient des pains de blé vendus. Donc pour ce faire, vous pouvez remarquer que sur la deuxième feuille, il y a un certain nombre de tableaux. Et ces tableaux correspondent au calcul des différents coûts qui vont s'enchaîner de manière logique, en passant par le coût d'achat, coût de production, coût hors production et coût de revient des pains de blé vendus au mois de mars. Donc petit rappel, un coût est un ensemble de charges et que tout coût intègre ici, va intégrer des charges directes et des charges indirectes. Donc je vous rappelle que les charges indirectes nécessitent au préalable une analyse. Et donc cette analyse se fait dans un tableau appelé tableau des charges indirectes ou aussi tableau des centres d'analyse. Donc vous pouvez remarquer que ce tableau reprend plusieurs colonnes et dans ces colonnes nous avons divisé l'entreprise Le Blé en 5 centres. Le centre approvisionnement, centre pétrissage et cuisson, ces deux centres-là sont des centres de production, centre distribution et administration qui interviennent dans le calcul du coût hors production et qui entrent dans le calcul du coût de revient ensuite. Donc prenons un exemple concret, le centre approvisionnement. Donc on apprend que dans ce centre, il y a un total des charges indirectes pour 5200 €. Et il est nécessaire pour tout centre de déterminer une unité d'œuvre. La nature de l'unité d'œuvre, c'est une unité de mesure qui va correspondre au mieux à l'activité du centre. Donc ce qui correspond au mieux à l'activité du centre approvisionnement dans l'entreprise Le Blé, comme elle fabrique des pains à base de farine, c'est évidemment la matière première manipulée ici, c'est la farine. On a donc retenu comme unité d'œuvre le kilo de farine achetée. On aurait pu aussi prendre le montant de la farine achetée. Pour déterminer le coût d'unité d'œuvre qui va nous être ensuite utile pour déterminer la quote-part de charges indirectes liées à l'approvisionnement aussi bien pour le blé que pour le seigle, il nous est nécessaire de déterminer le coût d'une unité d'œuvre, c'est-à-dire le coût pour 1 kg de farine achetée, pour ensuite avoir le coût pour X kg de farine achetée. Donc pour obtenir ce coût d'unité d'œuvre, il est nécessaire dans un premier temps de calculer la quantité d'unités d'œuvre, c'est-à-dire la quantité de kilos achetés par cette entreprise-là au mois de mars. Elle a acheté 40 000 kilos plus 12 000 de farine de seigle. Il nous suffit donc de faire 5200 le total des charges indirectes divisé par les quantités pour obtenir le coût pour 1 kg de farine achetée. Ces 0,1 € signifie que lorsque l'entreprise Le Blé au mois de mars a acheté 1 kg de farine, cela lui a coûté 0,1 € de charges indirectes liées à son approvisionnement. Donc je vous rappelle que pour calculer le coût de revient d'un produit, il est nécessaire de déterminer un certain nombre de coûts. Et le premier coût à calculer, c'est le coût d'achat. Donc le coût d'achat de matières premières, blé et seigle. Donc on a ici en mémoire, tout coût intègre des charges directes et des charges indirectes. Les charges directes consistent à reprendre ce que l'on a acheté comme matière première, donc 40 000 kg au prix de 0,3, c'est-à-dire au prix facturé par le fournisseur, ce qui donne un total de charges directes de 12 000 kg. Le centre approvisionnement, au niveau des quantités, il est très important ici de lire l'unité d'œuvre, la nature de l'unité d'œuvre du centre approvisionnement, le kilo de farine achetée. Donc on reprend dans les données le nombre de kilos achetés, on en a acheté 40 000 kilos, cette fois-ci non plus à 0,3, c'est-à-dire au prix facturé par le fournisseur, mais bien au coût d'unité d'œuvre, c'est-à-dire au coût que correspond les charges indirectes liées à l'approvisionnement. Nous procédons à la multiplication pour obtenir le total des charges indirectes liées à l'approvisionnement de l'achat de matières premières blé. Nous additionnons ces deux charges. Donc là, il y a une petite erreur. Nous additionnons les deux charges pour obtenir le coût global des 40 000 kg achetés. Pour obtenir le coût unitaire, il suffit de faire 16 000 divisé par 40 000.
Donc là, une petite remarque, hein, faites attention, ne pas additionner les quantités. On n'a pas acheté 80 000 kg de blé, mais bien 40 000 kg de farine. Donc ce que je vous conseille, hein, souvent, c'est de vous poser la question avant de déclencher un calcul, de vous dire mais combien j'ai acheté de farine par exemple de seigle. J'en ai acheté 12 000, hein. J'ai acheté 12 000 farine de seigle à 0,4, donc égale 12 000 kg. Donc je déclenche bien le calcul pour mes 12 000 kg à 0,4 prix facturé par le fournisseur, et ensuite j'ai intégré toujours mes 0,10 de charges indirectes liées à l'approvisionnement. Donc nous allons ensuite procéder à la tenue de la fiche de stock de matières premières, le blé, puisque ces matières premières sont stockées. Le stock initial, il n'y a aucune difficulté. On a 10 000 kg qui a été intégré dans notre stock au départ au 1er mars pour 2 000 euros. Nous allons entrer nos matières premières, mais au coût d'achat, donc au coût précédemment calculé. C'est pour ça que vous avez ici une trame de fond jaune qui explique bien la hiérarchie des coûts. Les coûts s'enchaînent les uns dans les autres, hein, s'emboîtent les uns dans les autres. Nous allons ici additionner les quantités pour pouvoir déterminer un calcul de coût unitaire moyen pondéré. Donc quantité total des quantités, total des montants. Et nous allons déclencher le calcul du coût unitaire moyen pondéré. C'est ce qui est préconisé par le plan comptable général pour pouvoir en fait le réutiliser pour nos sorties. Alors à quoi sert le coût unitaire moyen pondéré? Donc vous pouvez ici constater que le stock initial correspond à un prix unitaire de 0,2 et qu'on vient d'acheter du blé pour 0,40. Donc c'est une matière, le blé, qui fluctue dans le temps au niveau de son coût, hein, en fonction de la demande. Les prix peuvent augmenter, peuvent baisser, ce qui explique ici la différence de 20 centimes. Alors, évidemment, se pose le problème de quand on va sortir nos matières premières de nos stocks, est-ce qu'on va les sortir à 0,20 ou à 0,40? Non, on va en fait déclencher ici la moyenne pondérée pour pouvoir valoriser en fait nos sorties. Alors, ici la question est de se dire, mais je vais sortir combien de blé? Je vais sortir ce que j'ai besoin, c'est-à-dire ce que j'ai besoin de consommer pour fabriquer mes pains. Donc on apprend ici dans l'énoncé que l'entreprise a fabriqué 44 000 pains au mois de mars et qu'elle a eu besoin de 44 000 kg de farine. Donc ici, on va inscrire 44 000 kg. Donc valoriser ici à la moyenne pondérée. Le stock final est très facile à retrouver puisque c'est ce que j'avais en stock au départ, ce que je viens d'acheter, moins ce que je viens de consommer pour fabriquer mes pains de blé. Donc le stock final est aussi valorisé à la moyenne pondérée. Ici, pour terminer la fiche de stock, il est nécessaire d'établir les montants. Et petite remarque, nous remarquons que le total des entrées sera toujours égal au total des sorties. Nous pouvons continuer ensuite par le prochain calcul qui est le calcul du coût de production, où je vous rappelle toujours, le coût de production va intégrer des charges directes liées à la production et des charges indirectes liées à la production. Donc les charges directes, ce sont les matières premières utilisées, levure, sel, la main-d'œuvre directe, et ici les deux centres de production, centre pétrissage et cuisson. Donc comme précédemment dit, on va récupérer les matières premières que nous avons sorties de nos stocks, qu'on va chercher dans les stocks, donc valoriser à la moyenne pondérée. Donc ici, les coûts s'emboîtent bien les uns dans les autres puisque nous récupérons le calcul précédent. Nous allons intégrer ici dans les données la levure ainsi que le sel. Donc on va aller un petit peu plus vite. Ici, le sel, la levure, la main-d'œuvre sont des charges directes liées à la production qui ne nécessitent aucune explication puisque ce sont des données récupérées dans le sujet. Par contre, au niveau des charges indirectes, il faut impérativement ici récupérer l'information au niveau du tableau des charges indirectes. Donc on apprend que le centre de pétrissage est mesuré par l'heure de main d'œuvre et que le centre de cuisson est mesuré par l'heure machine. Donc on va récupérer l'information. Nous apprenons ici à la lecture de l'énoncé que pour les pains de blé, l'atelier pétrissage a consommé 2500 heures de main d'œuvre et l'atelier cuisson 1500 heures machine. D'où ici, dans le coût de production, nous avons nos 2500 heures main d'œuvre et 1500 heures machine. Nous récupérons ici le prix unitaire, c'est le coût unitaire, le coût d'unité d'œuvre, donc 5 euros à 375. Donc nous avons bien 5 euros à 375.
Nous allons évidemment faire les multiplications pour obtenir 12 500 € de charges indirectes liées au pétrissage. 1500 fois 1,375 qui donne 2062,50 de charges indirectes liées à la cuisson. Nous totalisons ces montants pour obtenir un coût total de production des pains de blé de 35 640. Nous avons fabriqué 44 000 pains, donc nous inscrivons ici 44 000 pains. Ici, pareil, même remarque, nous additionnons pas des quantités puisque on serait obligé d'utiliser, d'additionner des kilos avec des heures machine et des heures main d'œuvre. Donc toujours bien se poser la question, mais qu'est-ce que je calcule? Je calcule bien le coût de production des 44 000 pains de blé que je vais fabriquer. Ensuite, pour la fiche de stock de produits finis, c'est-à-dire la fiche de stock de pain de blé, aucune difficulté, les 3 000 €, on les récupère ici dans les données, pain de blé 3 000 à 1987,50. Nous récupérons ici, donc plutôt à 1960, nous récupérons ici les entrées. Nous avons entré au coût de production, c'est-à-dire au coût précédemment calculé, et nous avons déclenché ici, de la même manière que pour les matières premières, le coût unitaire moyen pondéré qui va nous permettre en fait de valoriser les sorties. Nous retrouvons ici notre coût unitaire moyen pondéré. Donc au niveau des sorties, les sorties correspondent ici à ce que l'on va vendre en fait. Et donc on apprend dans notre sujet qu'on a vendu 44 000 pains de blé au cours du mois de mars. Donc 44 000 à 0,8, c'est-à-dire au coût unitaire moyen pondéré, ce qui nous donne le coût de production des pains de blé vendus à 35 200 €. Le calcul suivant, c'est le coût hors production. Il peut vous être demandé dans certains sujets ou dans certains exercices, même voire au bac, de calculer avant le coût de revient le coût hors production. Le coût hors production, c'est en fait le centre distribution et le centre administration. Donc là, c'est pareil, même remarque, au niveau des quantités, nous reprenons l'information nature de l'unité d'œuvre. Pour le centre distribution, nombre de pains vendus, et pour le centre administration, 1 € de coût de production des produits vendus. Donc, 44 000 pains vendus et 35 200 qui correspond bien au coût de production, 1 € de coût de production des pains de blé vendus. Nous retrouvons le coût d'unité d'œuvre, 0,11% de distribution, 0,05 pour le centre administration. Nous additionnons ces montants et nous obtenons un coût de production, hors production, de 41 800. Le coût hors production de 6 600 €. Nous allons donc arriver au coût de revient qui reprend le coût de production des pains vendus, c'est-à-dire repris dans la fiche de stock, et nous reprenons les 6 600 de coût hors production. Nous additionnons ces deux sommes et nous obtenons bien un coût de revient de 41 800. Il peut vous être demandé de calculer ensuite le résultat analytique, c'est-à-dire le résultat pour les 44 000 pains vendus. Nous avons vendu dans l'énoncé, nous avons vendu 44 000 pains à 2 €. Ces pains-là nous ont coûté 0,95 centimes, ce qui génère un bénéfice unitaire par pain vendu de 1,05. L'entreprise Le Blé a donc réalisé un résultat global sur ces pains vendus de 46 200 €. Donc voilà pour la démarche de calcul de coût de revient jusqu'au calcul du résultat analytique.